Salut à toutes et à tous. Yannick Sinner a encore une fois montré qu'il était le meilleur joueur de la planète. Et comment? En remportant le tournoi des maîtres, bien évidemment. Sur son chemin, il a affronté de nombreuses personnes, mais il les a surtout toutes battues, en ne perdant aucun set. Et en finale, il a rencontré l'un des joueurs les plus réguliers de la saison, le numéro 1 américain, Taylor Fritz. Vous pensez peut-être que la saison ATP est terminée, mais ce n'est pas du tout le cas. Car aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du dernier tournoi de la saison. Et qui de mieux que ça qu'un invité exceptionnel que je vais vous présenter dans un instant. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe Davis. Coupe Davis qui, malgré le fait que ce soit une compétition qui fait parler dernièrement, va accueillir la légende, le plus grand joueur espagnol qui ait jamais foulé les cours de terre battue, Rafael Nadal. Et qui de mieux pour ça qu'un fan de Rafael Nadal? Hassan, c'est à toi. Salut Melvin, comment allez-vous? Franchement, ça va, hein. Et tu peux me tutoyer, mec, hein, on se connaît depuis longtemps maintenant, hein. C'était pour la blague, c'était pour la blague. Il n'y a pas de souci. Alors, quoi de neuf? Bon, moi ça va, ça va. On a vécu une belle saison ATP 2024. On a beaucoup de choses à se dire, je suppose. Ouais. Et quoi de mieux que ce podcast magnifique que tu nous as préparé pour aborder tous ces sujets-là? Ah, merci, merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens à te remercier parce que tu as fait partie d'un des premiers à avoir répondu à l'appel que j'avais fait sur les réseaux sociaux, du fait que je voulais des invités, en tout cas pour cette nouvelle saison d'Ace Tennis Inside. Tu sais bien, hein, toi et moi, de toute façon, hein, on a une histoire ensemble, hein, on se connaît depuis tellement longtemps maintenant que je voyais personne d'autre pour faire ce premier épisode. Non seulement parce que déjà, bah, le calendrier fait que c'était le parfait choix, hein, pour parler de Nadal, mais outre ça, toi, tu fais partie des premiers qui me soutenaient, en tout cas dans ce projet. Je sais que tu le suis en plus de très loin et même de très près aussi, hein. Mais tu es un vrai fan, tu sais de quoi tu parles, donc ça va le faire. Ça va être carré aujourd'hui. Et comme je le dis, ça va être exceptionnel parce qu'on a des tonnes de choses à dire. Bah écoute Melvin, en tout cas merci pour ces jolies paroles. Il n'y a pas Bon de souci. courage à toi pour cette nouvelle aventure. Merci. Je ne fais pas de soucis pour toi. Et de toute façon, tu connais mon amour pour les talks, tout ce qui est tennis, etc. Donc je suis au bon endroit, on va dire. Yes. Bah écoute, on va commencer, hein, par une question très simple. Qui es-tu? D'où viens-tu? Non, je rigole. Je rigole. Mais plus sérieusement, Euh, moi, je pense que les gens, malgré tout, ils veulent savoir qui tu es. T'es pas non plus, hein, une personnalité du tennis, mais t'es quelqu'un qui s'y connaît quand même pas mal. Tu suis le tennis depuis que t'es minot, hein, toi aussi. Donc, Ouais. vas-y, parle-nous un peu de toi. Comment tu t'es mis à aimer le tennis? Est-ce que tu joues? Pas du tout. Vas-y, la parole est à toi. Ok, alors moi du coup c'est Hassan. Donc Hassan avec un H, je précise, c'est très important. Donc mon histoire avec le tennis, elle a commencé il y a à peu près 20 ans. Euh, le premier Roland-Garros que j'ai dû suivre, c'est à l'époque où Ferrero il avait gagné. C'est la première image de tennis que j'ai. Donc je suis un peu un enfant de Roland-Garros, de France Télé, etc. Mhm. Je me rappelle de longs samedis à regarder ce tournoi-là avec mon grand frère. Et voilà, j'ai toujours eu un amour pour le tennis et un amour particulier pour un Espagnol qui portait des Bermudas blancs avec des petits... voilà, je crois que tu sais déjà de qui je parle, Bien Rafael sûr. Nadal. Mais voilà, mon amour avec ce sport-là a commencé il y a 20 ans. J'ai toujours suivi, j'ai toujours apprécié ce sport-là, sans pour autant y avoir joué, pour des raisons financières, parce que c'est pas un sport hyper accessible. J'ai fait du football, j'ai fait du basket, j'ai fait pas mal de choses. Et le tennis, c'est aujourd'hui, là, maintenant, que je peux me permettre d'y jouer. Ça fait quelques semaines que je commence à taper la balle. Ok. C'est laborieux, mais bon, on lâche rien. Ah bah, à l'occasion, écoute, tu m'appelles pour qu'on se tape des balles, hein. Tu sais que moi, je joue déjà avec ton petit frère au club. Donc, pour le coup, tu me tiens au jeu, il n'y a pas de problème. Avec Euh, grand plaisir. mais du coup, c'est marrant, je vais rebondir sur Ferrero. Ferrero qui gagne Roland-Garros en quoi? 2003, si je dis pas de bêtises. 2003, ouais. 2003. 2003. Ça te fait quoi aujourd'hui de le voir en tant que coach? Hein, parce que Ferrero, hein, on va pas non plus insulter la légende, un grand joueur espagnol a gagné un grand chelem dans une ère où il y avait quand même beaucoup plus de concurrence selon moi en terre battue. Il y avait énormément de gros cadors sur cette surface, a gagné un grand chelem. Aujourd'hui, il a un poulain, on le connaît tous, c'est Carlos Alcaraz. Il fait partie en tout cas de ces personnes qui l'ont motivé à très tôt gagner des grands chelems. Il a gagné Roland Garros cette saison aussi, hein, Carlos Alcaraz. C'est la première fois qu'on le voyait peut-être Ouais. aussi émotif, selon moi. Parce que sur les trois grands chelems qu'il avait gagnés, bah, je l'avais pas forcément. Enfin,
les trois, hein, si on exclut Roland Garros, hein, bien évidemment, je l'avais peut-être pas vu aussi émotif. Là, Roland Garros, tu voyais que c'était très important pour lui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors pour répondre à ta première question par rapport à Ferrero, qu'est-ce que ça me fait? Bon bah déjà j'ai l'impression d'être vieux. Bon, je suis pas si vieux que ça, hein, je Bien sûr. précise. Voilà, on a le même âge, hein. Mais non, non, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir Ferrero passer de l'autre côté aujourd'hui, d'être coach, d'être ouais, derrière le meilleur, ouais, pour moi pas le meilleur joueur du monde, mais le numéro 2 voilà, Alcaraz. Numéro Ça fait 3 quelque chose de bizarre. dans les rankings, il est numéro 3. Voilà. Non, non, ça fait bizarre. Et puis Ferrero, comme tu l'as dit, c'est une légende du tennis espagnol. Il fait partie de toute cette école espagnole qui a gagné entre les années 90 et début 2000 avec les Costa, les Bruguera, Yes. etc. Et voilà, quelle était ta deuxième question du coup? Oui, bien sûr, excuse-moi. La deuxième question, c'est bah, par rapport à ça, du fait qu'il soit coach. Pour toi, c'était une surprise de le voir avec un poulain comme Carlos Alcaraz. Pour toi, est-ce que pour toi, c'était vraiment une surprise peut-être de voir Carlos Alcaraz aussi fort rapidement? Ou selon toi, du fait que comme ça a été dit à de nombreuses reprises, que ce soit en interview ou même par Carlos Alcaraz, le fait d'avoir Ferrero, même dans le coaching durant les matchs, c'est une évidence en fait qu'il soit aussi fort aujourd'hui. Alors, déjà, pour moi, c'est pas une surprise qu'il soit devenu coach. On a plein d'exemples dans l'histoire du tennis, à commencer par Edberg, Becker, etc., Totalement. qui étaient des grands joueurs, hein, qui ont gagné des grands chelems, etc., et qui sont devenus de brillants coachs. Voilà. Euh, Maintenant, est-ce que pour moi, c'était une surprise de voir Alcaraz gagner à ce point-là? Pour ma part, non. Lorsqu'il a, entre guillemets, explosé en 2022, j'ai un petit doute sur la date, 2022, 2021, 2021 en plutôt, gagnant, US ouais, Open. c'est ça, bah, même en gagnant l'année d'avant, si je ne m'abuse, Monte Carlo. Oui, effectivement. Non, Monte Carlo, il a jamais joué à Monte Carlo. Il a cette malédiction, lui, avec Monte Carlo. C'est Barcelone qui gagne. Hmm, Barcelone, ouais. Ouais. Je citais Monte Carlo, mais je sais pas pourquoi enfin, je voyais une victoire contre Nadal assez brillante, et c'est là où, entre guillemets, tout le grand public l'a découvert. Mhm. C'est certainement pas le bon tournoi, mais en tout cas, moi, de ce que j'avais vu, en tout cas à cette époque-là, j'étais persuadé qu'il deviendrait très très grand, et ce qu'il a fait par la suite, pour le coup, pour moi, c'est juste de la logique. Voilà. Ok, bah super. Bah merci déjà pour ces premières réponses. Bah, du coup, hein, ma deuxième question, tu lui as un peu répondu, tu as un peu spoil, mais Rafael Nadal, c'est ton joueur préféré. Tu peux nous parler un peu de lui, parce que bah, comme je l'expliquais un peu là durant l'édito, Nadal a annoncé que son dernier tournoi en tant que joueur de tennis professionnel, ce sera la Coupe Davis, qui commence dès demain. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait aimer Rafael Nadal? Genre, tu t'es réveillé un matin, t'as allumé la télé, je sais pas, tu devais être devant Roland Garros, je sais pas, peut-être à l'époque France 2, France Télévisions et tout, et t'as vu cette brute là taper la balle et tu t'es dit waouh. Et exactement ça. Là, c'est une histoire d'amour, en fait. Je suis tombé amoureux, voilà. Vas-y, prends le temps, vas-y, développe-nous un peu ça. Franchement, pour moi, le tennis à l'époque, c'était beau. C'était le revers de Justine Hénin, c'était celui de Federer, c'était des joueurs comme ça qui étaient beaux, en fait. Mais j'ai toujours eu un faible pour les joueurs un peu plus, je vais pas dire bourrin, mais un peu plus, avec un peu plus de punch, un peu plus de D'énergie? personnalité aussi. Mhm. Voilà, exactement. Faut savoir que quand j'étais gamin, j'aimais bien aussi Marat Safin. Bon, pas pour les bonnes raisons. Ouais, j'allais te le dire. Pas pour les bonnes raisons, parce qu'il Euh, était assez on, rebelle, etc. on Mais respecte, c'était hein. un grand champion. Grand champion, on respecte, hein. Très grand champion, effectivement. Et pour le coup, moi, j'ai vu Rafael Nadal en 2005 à Roland-Garros, Ok. arriver déjà avec sa tenue improbable hein, pour l'époque, hein, ce Bermuda horrible, enfin, ses cheveux longs, ses énormes bras, en train de crier sur toutes les balles comme un taré, hein, et envoyer des sacoches sur des coups droits comme ça. Enfin, ça détonnait, je trouvais quand même à l'époque. On avait des gros punchers, mais là, on avait un niveau au-dessus, avec un visage en plus angélique, un visage juvénile. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce joueur-là. 2005, pour moi, c'était la révélation. Mais en fait, je pourrais même pas te dire en fait que je suis tombé amoureux du joueur pour ses qualités tennistiques, en fait. Je suis tombé amoureux de ce joueur-là, surtout pour ses qualités de résilience, de combat,
Son- C'est de la dévotion sur le terrain, en fait. C'est l'engagement. Moi, Rafael Nadal, honnêtement, c'est des émotions, c'est des grands moments, c'est des frissons, c'est des moments où j'ai pleuré de joie, c'est des moments où j'ai pleuré de tristesse aussi, des défaites qui m'ont fait mal. Melbourne en 2012, on va pas en parler. Mhm. Mais ouais, franchement, Rafael Nadal, c'est vraiment des émotions. Pour moi, c'est un exemple, tout simplement. C'est le sportif qui m'a le plus inspiré dans mon parcours d'homme. Ok, bah, super beau ce que tu dis, vraiment. Je suis totalement d'accord avec toi pour le coup, hein. Bon, tu sais que moi je suis un pro Djokovic, mais je ne cesse quand même de d'avoir quand même des fois des mots positifs à dire sur Nadal parce que, comme tu l'as dit, j'ai jamais vu un gars qui se battait sur toutes les balles comme ça et avec la même énergie. C'est un gars qui, même blessé, continuait de jouer. Et limite, t'avais l'impression qu'il n'était pas blessé quand il jouait. Tu vois, c'était en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là, tu vois, genre, c'est Oui, c'est Taylor Fritz. comme... Tu veux vraiment qu'on parle de ça, hein, parce que monsieur a des choses à dire sur monsieur Taylor Fritz à Indian Wells. Je vais m'abstenir. Ouais, je comprends. Mais oui, totalement. Une résilience, un mental de fou. Un joueur incroyable, hein. Il fait partie des plus grands, hein, en termes de grand chelem aussi, hein. Deuxième, si je ne m'abuse, avec 22. C'est ça. C'est fort. C'est vraiment fort. Et puis, hein, a contribué à l'une des plus belles rivalités qu'on a pu voir. Dans un premier temps avec Federer, dans un second temps avec Djokovic. Même si après Federer a réussi à revenir. Petite période aussi avec Andy Murray, même si moi j'estime que Murray, c'était plus avec Djokovic qui avait un bif pour moi, en termes de confrontation directe en tout cas. Mais vraiment oui, un joueur fantastique et on est là pour lui rendre hommage. Je me permets du coup, hein, de surenchérir, mais hein, tu sais, de toute façon c'est une discussion ici, hein. Si tu as quelque chose à dire, tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, hein. Ici Ouais, c'est tranquille, c'est chill, comme je te le disais avant l'émission. ouais, ouais. Euh, Toute la saison, il y a eu vraiment tu sais, va-t-il prendre sa retraite? Va-t-il continuer à jouer? Tu voyais déjà qu'à Barcelone, il y avait eu, tu sais, là, la grosse cérémonie là, avec les banderoles et tout. Là, c'était n'importe quoi. T'avais eu ça. Roland Garros, il perd au premier tour, pardon, contre Alexander Zverev. Tu vois que lui, il veut pas forcément un truc cérémonial, pardon. Malgré tout, tu vois que les FFT, elle est un peu forcée, tu vois, pour lui faire un petit hommage. Toi, On est selon toi. d'accord, on est Ah, d'accord, bien on est sûr, d'accord. mais bien sûr, ça se voyait. C'était même un peu gênant, n'ayons pas peur de le dire. Mm. Selon toi, il aurait dû se retirer plus tôt. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû partir lors de sa victoire face à Casper Ruud à Roland-Garros pour la dernière? Parce que suite à cela, hein, disons les choses, on n'a plus jamais revu le même homme, hein, sur le terrain. Déjà, quand il gagne, enfin lorsqu'il fait son retour après, pour moi, une grosse blessure et qu'il gagne l'Open d'Australie, ça avait choqué tout le monde. Moi, je me rappelle, moi j'étais là, je m'en rappelle, j'y ai pas Moi cru, aussi. j'y ai vraiment pas cru. J'avais même de mémoire, je crois que tu sais, genre, j'étais posé devant la télé et je m'étais dit, vas-y, Medvedev va faire le taf, tu vois, genre, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, jamais de la vie, tu vois, il va choquer ça. Et encore une fois, Nadal a montré que c'était plus que ça. Donc, Ah, ce match-là, franchement, waouh, waouh. J'ai des frissons, rien que d'en parler, j'ai des ouais. frissons. C'est la plus belle émotion de Et sport c'est l'une des que plus j'ai belles eue. victoires qu'on ait vues. Enfin, pour moi, c'est l'une des plus belles victoires qu'il y a eu sur le circuit. Et j'en ai vu, hein, des belles victoires. Il y a des histoires de fous. Celle-ci, elle fait partie pour Ouais, moi du top 3 des plus belles histoires qu'on ait pu voir. Vraiment. Mais ouais, ouais, vas-y, non, on non, continue, c'est excuse-moi de te couper. incroyable, incroyable, incroyable. Là, je me lance pas de là-dessus parce que je vais dérouiller encore, là. Bien sûr. Mais du coup, ouais, concernant tout ça, excuse-moi, vis-à-vis de la question que je t'ai posée, il aurait dû se retirer plus tôt selon toi? Ben, je ne sais pas s'il y a des fans de basket sur ce podcast-là, mais je vais faire une comparaison Michael entre Jordan. Rafael Nadal, du coup 2024, et Larry Bird. Ah, Larry Larry Bird. Bird, Intéressant. Ouais, très grand joueur. parce que je suis fan de basket aussi, hein, j'ai suivi un peu la NBA, hein. Non, non, Larry Bird, très grand joueur de basket. Il a gagné pas mal de titres dans les années 80 avec Boston. L'un des meilleurs ailiers de tous les temps, pour moi, top 2, top 3 à son poste dans l'histoire. Mhm. Et il a fait une dernière saison, je crois que c'est la saison 91, 92 ou 92, 93. Je ne saurais pas donner la date exacte, où pour le coup, c'est comparable un peu à Rafael Nadal. Énormément de blessures.
mes formes physiques. Larry Bird, il avait pris du poids. Rafael Nadal aussi, on l'a vu, il était un peu plus bateau. Je sais pas s'il a pris du poids ou s'il a perdu du muscle, mais il était limité dans ses mouvements. Larry Bird, il avait une grave blessure au dos qui faisait qu'il était un peu bateau. Nadal, bah, on a vu, hein, sa hanche, à chaque fois qu'il se prenait des petits amortis, ça couinait, quoi. Donc, moi, j'ai pas pris plaisir du tout à voir cette dernière saison. Très honnêtement, je vais te le dire, hein, j'ai vu tous ces matchs, j'ai eu mal avec lui. J'ai eu mal avec lui. Enfin, je pense que pour tous les amoureux de sport qu'on est, que ce soit le tennis ou un autre sport, on n'a pas envie de voir le crépuscule d'un champion, et surtout pas de cette manière-là. Franchement, non. J'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. J'ai pas aimé voir Nadal se faire dérouiller face à Nuno Borges. Euh, Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce tournoi déjà. C'était où déjà? Je me souviens plus. Suède, je crois. C'était à Bastad, si je me Oui, trompe pas. ok, c'est ça. Enfin, pour la Legacy, je trouve pas ça très beau. Et enfin, voilà, je fais beaucoup de reproches, mais à côté de ça, enfin, on peut pas reprocher ça à Nadal. Nadal, il a toujours fait les choses à 200%. Il a toujours été hyper sérieux. Enfin, c'est un guerrier, quoi. On peut pas lui reprocher d'avoir fait cette dernière saison. La preuve, si on pense comme ça, bah, je pense qu'en 2022, bah, dans ce cas-là, il gagne pas, en fait. S'il joue pas du tout, ben... Et pourtant, en 2022, personne ne le donnait favori à l'Open d'Australie. Et pourtant, il fait ce comeback monumental en finale. Et puis ce parcours où il bat Berrettini, si je me trompe pas, Oui, ou un, voilà, un parcours incroyable, même s'il y a des haters qui diront que Djokovic n'était pas là, etc. Enfin bon, c'est pas faux. faut reconnaître quand même qu'il a fait... faut quand même reconnaître qu'il avait fait un énorme parcours, quoi. Et puis le Roland Garros d'après, où pour moi il fait un des plus beaux Roland Garros de l'histoire. En sortant des ténèbres, je vois ton petit sourire Melvin, mais abstiens-toi. Mais ce match contre Auger Aliassime, où pour le coup, physiquement, mentalement, il est cramé, mais il sort des ténèbres pour, voilà, pour se sublimer. Ce quart de finale contre Djokovic, où, très honnêtement, Djokovic pour moi était favori. Nadal fait incroyable. Tu me parleras encore une fois de ce match controversé contre Zverev. Je fais partie de ceux qui pensent que Nadal aurait gagné. Je Puis pense cette finale, qu'il l'aurait peut-être perdu. Je pense qu'il y a, tu vois, excuse-moi de te couper, je vais juste faire un parallèle avec le Zverev qu'on voit cette saison. oui, Tu vois, le Zverev que j'ai vu jouer à Roland-Garros et le Zverev que j'ai vu jouer sur terre battue en général hein, cette saison, c'est le Zverev qui, genre, face à Nadal en 5-7 il y a 2 ans maintenant, l'aurait peut-être battu. Moi, je pense vraiment qu'il l'aurait fait. Et ensuite, sur la finale, peut-être que Zverev aurait eu un titre plus tôt. Hein. Moi, vraiment, je le dis. C'est ma take. Je pense vraiment qu'il le battait à ce moment-là. Tu connais mon avis vis-à-vis de 2022 et le parcours de Nadal à Roland-Garros. Il y a certaines picouses. C'est mon avis. ok, C'est mon avis. ok. On en a déjà débattu un Est-ce mois que tu quelques fois. m'autorises, Vas-y, est-ce que tu m'autorises à être un peu, je vais pas dire vulgaire, mais un peu familier? je t'en prie. Il y a pas d'enfants qui regardent, ça va? Franchement, je pense pas, mais s'il y en a, allez vous coucher. Bon, allez vous coucher les enfants. Bon, je pense pas du tout pareil par rapport à Zverev. Zverev nous a prouvé que dans les grands moments, on a vu la finale, voilà, je vais dire le terme, hein, caca culotte face à Dominic Thiem à l'US Open. Première finale, on peut On a pas juger vu, là-dessus. Encore une fois, d'accord, première finale en Grand Chelem, d'accord, très difficile de juger là-dessus. Mais vas-y, j'entends. la finale contre Alcaraz, où pour le coup, excuse-moi, je pense vraiment qu'il avait le momentum pour lui. Je pensais aussi. Enfin, pour moi, il a vraiment perdu. Il a vraiment perdu la maîtrise de ses nerfs, de ses émotions. Et je trouve que ça, c'est une constante dans sa carrière, en Grand Chelem en tout cas. En Grand Chelem, il y a eu beaucoup trop de fois, selon moi, où il a perdu le contrôle de ses émotions, alors que, on est d'accord hein, sur un truc, hein, bon, l'homme est contestable, mais niveau tennistique, moi je suis totalement fan. Et pour moi, les qualités tennistiques, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, au niveau de l'aspect mental, voilà, je pense que c'est sa marge de manœuvre, de progression. Et ça s'entend totalement. À ce niveau, je suis totalement d'accord avec toi aussi, hein, malgré tout. Oui, il y a eu beaucoup de failles mentales chez Zverev. Moi, en tout cas, ma take, c'est que peut-être qu'il aurait pu gagner. De toute façon, on ne le saura jamais. Il s'était fait
ligament croisé. Enfin bref, c'est fait genou, cheville, la jambe, je sais plus exactement ce qui s'était fait. Ouais, ligament de la cheville. Ligament de la cheville, merci beaucoup. C'est détruit, bref. Force est de constater en tout cas, c'est que Nadal a remporté Roland Garros, a un parcours quand même qui est juste incroyable. Et après ça, c'est le déclin physique, même si on avait déjà pu voir, on va dire, un petit début euh, quelques années auparavant, que ce soit par rapport aux blessures et toutes ces choses-là. Mais là, vraiment, après quasiment un an de pause, on a bien vu que cette saison, c'était peut-être la saison de trop. Là, il a décidé de prendre sa retraite à la Coupe Davis. Selon toi, c'est le bon endroit pour finir? Il y a possibilité de gagner une sixième Coupe Davis. Possiblement, je pense qu'il va pas jouer le simple. On verra. On verra comment son corps, enfin, si son corps le laisse tranquille en tout cas, pardon. Mais avec une belle armada quand même et un Carlos Alcaraz qui, on peut dire ce qu'on veut, hein. Carlos Alcaraz, s'il faut jouer pour la nation, c'est possiblement l'un des joueurs les plus dangereux à jouer avec un Djokovic ou un Sinner ou et je peux même mettre des Américains dans le lot, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, dis-moi, Coupe Davis, selon toi, bon choix? Aurait dû partir à Roland? Aurait dû partir avant? Je pense qu'il y a deux grilles de lecture à avoir par rapport à ça. Euh, il y a une petite part de déception de se dire qu'il finit en Coupe Davis, dans un tournoi qui a clairement perdu de son prestige, qui a clairement perdu de son aura, même si ça reste un tournoi historique, hein. On n'est plus du tout sur la Coupe Davis qu'on a connue depuis le rachat des droits de la compétition par notre cher Gérard Piquet. Euh, c'est un peu une déception, mais aussi de l'autre côté, on se dit, voilà, il avait envie de finir chez lui, à domicile. Et Rafa, on le sait, hein, il a gagné 5 Coupes Davis. On sait qu'il a toujours été à fond derrière son pays. Il a toujours joué les Jeux Olympiques comme si c'était la dernière compétition. C'est un vrai patriote, c'est un vrai amoureux de son pays. Donc en soi, je comprends totalement le fait de finir chez lui. C'est toujours plus glorieux que finir avec la Lever Cup. Là, vous le voyez peut-être pas, mais on est en train de. Enfin, pour ceux qui regardent sans la vidéo, on est en train de d'avoir un petit rectus. Mais bon, Federer, on te parle. Après, bon, Hein, la Lever Cup. encore une fois, bon, on va passer un vite fait là-dessus. Il avait plus la possibilité de jouer sérieusement, Federer. Donc, même si c'est enfin, je préfère me dire qu'il termine sur sa vieille exhibe, c'est son tournoi, hein, c'est son petit bébé, il a ramené tous ses potes, il s'est fait kiffer, et puis basta, tu vois, genre, on passe à autre chose. Alors, moi, je préfère me dire ça. Pour moi, vraiment, il aurait dû finir un an avant. Oui, Je aussi. pense vraiment qu'il aurait dû finir un an avant. Hmm. À Wimbledon, il avait été éliminé par Urkash, si je ne me Ouais, trompe pas. c'est bien ça, le tueur de légende, c'est bien ça. Non, non, mais sans déconner, franchement, il aurait dû partir avant. Et puis, il avait un certain âge. On sentait que son genou, il avait jamais récupéré totalement. Pour moi, il aurait dû partir avant. Il aurait dû partir avant. Et Nadal aurait dû, selon moi, s'arrêter aux Jeux Olympiques. Je pense Belle aussi. image, tu finis avec Alcaraz, tu finis à Paris, euh, dans ton jardin. Voilà. Mais je lui reproche pas le fait d'avoir fini en Coupe Davis, potentiellement sur une dernière, sur un dernier trophée. Enfin, ça s'entend, ça s'entend. Mhm. Bah oui, je suis totalement d'accord vis-à-vis de ça. Il n'en reste plus qu'un de ce quatuor magistral qui nous ont fait rêver du début des années 2000 à, on va dire, allez, 2022. On va quand même mettre ça en respect. Il n'en reste plus qu'un, Novak Djokovic. Novak Djokovic qui a en plus fait une déclaration disant qu'il sera là l'année prochaine. Il y a possiblement un coach légendaire qui va rejoindre le coup la saison prochaine, de ce qu'il a dit. Le retour de Oui. Vajda, moi je te le dis, ça va être Vajda. Je vois personne d'autre. Si tu me ramènes quelqu'un d'autre, je vais pas comprendre, mais bon. Euh, Tu sais, durant la saison, moi je le répète encore une fois, hein, je kiffe Novak, mais de ouf. Durant la saison, tu sais, il y avait vraiment ces questions de bah, est-ce qu'il va continuer? Lui aussi, il faisait un peu des interviews assez énigmatiques hein, vis-à-vis de déjà bah, le départ d'Andy Murray aux Jeux Olympiques, lui, dans son cas de figure. Et il y avait eu bah, on ne sait pas pour Nadal, etc. Mais il y avait eu ces petites phrases où on se disait ah, j'ai plus forcément la motivation. C'est vrai que moi, maintenant, bah, j'ai envie de voir aussi mes enfants grandir. Je fais en sorte qu'ils soient là aussi pour tous les tournois majeurs, etc. Avec les petits là qui commencent
à monter. Et on va prendre le temps aussi après de revenir là sur Sinner. T'as des Sinner, t'as des Alcaraz, t'as des Zverev. Bon, je vais quand même mettre Fritz dans l'équation, même si Fritz n'arrive pas à battre Djokovic en plus de quoi, 13 défaites, je crois, 12 ou 13 défaites depuis le début de sa carrière, je sais Voilà, plus. je vais t'interrompre, hein, je vais t'interrompre, hein, mais je vais juste te rappeler un truc. Ouais, dis-moi. Tu parles de Taylor Fritz. Ouais, Taylor Moi, je l'appelle Fritz. Taylor Swift, mais bon, c'est pas pour les bonnes raisons. Ouais. Je rappelle qu'il a jamais battu de numéro un mondial. Voilà, je vais juste m'arrêter là. D'accord. Il a peut-être jamais battu de numéro un mondial, mais est-ce que ça fait de lui un mauvais joueur de tennis? Je pense pas du tout, c'est un joueur vraiment très respectable pour le coup. C'est un joueur, Gros. c'est un gros bosseur d'ailleurs. Bah C'est un gros. truc qu'on dit pas assez. Bah oui, c'est l'un des Mais joueurs les plus réguliers de la saison, hein, si on me permet, si je me permets, hein. C'est, tu vois, en fait, moi, mon truc avec Taylor Fritz, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez respecté à ça. Il n'est pas du tout respecté. Genre, on le sous-estime constamment, sous prétexte que tu vois, comparé à ses amis, là, hein, les Frances Tiafoe, Ben Shelton, tu sais, des gens qui aiment bien le show, tout ça, des c'est un malin. Américains, quoi, voilà. Sous prétexte qu'il ne soit pas comme ça, tu sais, on le considère pas assez en tant que joueur de tennis. Mais comme tu l'as dit, putain, mais Taylor Fritz, c'est un bosseur. Avec sa finale, il est passé quatrième mondial, qui est son Oui, meilleur classement en carrière. Il oui, fait finale à l'Open, pardon, à l'US Open. oui. Moi, j'y avais cru pour le coup. Je vais le dire, moi, j'y ai cru. Parce que j'ai toujours dit que l'US Open, et comme tout le monde le sait, c'est l'un des tournois qui est possiblement celui qui ramène toujours des surprises. Et pour moi, il y a toujours un Américain qui arrive à s'en sortir dans ce tournoi. Va savoir pourquoi, l'euphorie du public, le fait de jouer chez soi, bref, peu importe. Mais en tout cas, il fait ça. Il fait la finale au Masters. C'est une saison accomplie. Certes, il n'y a qu'un seul titre, c'est un 250 à Delray Beach, chez lui, un tournoi qu'il a l'habitude de gagner. Mais Taylor Fritz, purée, hein, c'est régulier en Grand Chelem, c'est dans le dernier carré en majorité, en tout cas cette saison. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Faut mettre du respect sur lui. Certes, il n'a peut-être pas encore battu de numéro un, mais bon, saison prochaine, hein, s'il continue vraiment d'exploser, pourquoi pas? Là, tu vois, on peut commencer à dire que là, Taylor Fritz, ça y est, il est dans son prime. Moi, je le dis, il est dans son prime, là, ça y est, c'est l'heure. Ouais. Coco, faut aller Bon, chercher les gros titres, là. je l'ai dit de manière un peu provocatrice, Hmm. mais j'en pense pas moins. T'as totalement raison. Il est dans son prime, et je pense que les meilleures années de sa carrière seront celles à venir pour le coup. Je suis d'accord, totalement d'accord. Tu sais quoi, viens, on va basculer sur la saison en général. Moi, j'ai une autre question pour toi. Et si tu veux, hein, je pourrais y répondre aussi. Je voudrais ton avis au global sur la saison. Ça a été une saison quand même. Moi, je ne vais pas commencer à dire qu'elle m'a ennuyé, mais à partir du moment où j'ai compris que Sinner confirmait, tu sais, j'ai vraiment eu ce truc de, ok, ça se joue entre Sinner et Alcaraz pour le coup. J'ai plus vraiment de grosses surprises. Typiquement à l'US Open, pour moi, avec l'élimination de Carlos Alcaraz, Djokovic, pour moi, je pensais pas non plus qu'il se ferait éliminer de manière assez précoce, hein, tu vois. Mais avec cette élimination, tu sais, pour moi, il n'y avait pas de spoil. Tu savais que ça allait être Sinner qui allait remporter l'US Open. C'est quoi ton avis, toi, sur cette saison? Tu peux me dire des takes positives, tu peux me dire des takes négatives, tu peux me parler d'un joueur dont la saison a été fantastique, un retour, peu m'importe, mais vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Moi, alors je pense pas être très objectif. Mhm. C'est peut-être l'after Nadal ou quelque chose comme ça, ou l'after Big Three. En tant que passionné de tennis, c'est une des saisons, on va dire, où j'ai pas pris le plus mon pied, on va dire. Ok. C'est une saison, je sais pas, il y a plein de petits couacs. L'organisation à Wimbledon, et puis même le Wimbledon en soi, je me suis fait chier. Désolé de parler comme ça, hein, mais je me suis fait chier. Ah ouais? Ah ouais? Hormis la finale et la fin, franchement, je me suis fait chier. Moi, D'habitude, c'est un de mes tournois préférés. ok. Gros steak, hein, mais ok. Ouais, non, j'ai pas particulièrement kiffé. Le Masters, alors je n'en parle même pas. Je pense qu'il n'y a pas un passionné de tennis qui a totalement kiffé, quoi. Enfin, Ma saison s'est terminée au WTA Finals. Je te le dis. bah, Moi, je te le dis, à la victoire de Coco Gauff, pour moi, franchement. la saison a été terminée. Je te parle Mais sérieusement. même là, par rapport à ça, franchement, enfin, bon,
excuse-moi, hein, mais ça s'est un peu passé dans l'anonymat, tout ça. Enfin, t'as vu le peu de public qu'il y avait pendant les WTA Finals? Enfin, Alors, moi, excuse-moi, je trouve ça scandaleux, quoi. attention, moi j'ai suivi ça avec beaucoup Oui. d'assiduité. J'ai, Sur les premiers matchs, en tout cas, c'était pas fou, quoi. Ouais, mais regarde, déjà, il faut deux contextes. Premièrement, on est à Riyad. On va pas me faire croire qu'à Riyad, il y a des vrais passionnés de tennis pour commencer. Deuxièmement, euh, vas-y, je vais le dire comme ça. Et pour moi, le casting, il était bizarre. Franchement, moi, j'étais convaincu que ça allait être Sabalenka qui allait partir avec le trophée. Et la délégation polonaise, pour moi, elle était là, hein, comme d'habitude, hein, pour Riga, il n'y a pas de souci. Mais, mais gros, enfin, t'as Qi Wencheng, t'avais Barbara Krejcikova. Coco Gauff, tu peux me dire ce que tu veux, moi, c'est pas ma go. Voilà. Après, je respecte la joueuse, mais c'est pas ma go. Et puis au-delà de ça, la WTA manque de visibilité. Mais c'est flagrant. Enfin, mec, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent le tennis féminin. Et après, il y a beaucoup de raisons. Le tennis féminin est assez ennuyant. Très peu de joueuses qui varient dans le jeu, etc. Très peu de frissons aussi, d'une certaine façon. Mais oui, encore une fois, oui, les premiers matchs, c'est vrai que c'était vide. Je suis d'accord, j'avais relayé l'information. Ah, mais après, ça a un peu augmenté quand même, tu vois. Genre, honnêtement, il y a, Oui, oui, non, mais bien sûr. tu vois, c'est pas la même catastrophe qu'on a eue l'année dernière à Cancun. Cancun, en même temps, C'est t'y vas chaud. pas pour le tennis, normalement. Ouais, mais c'est chaud. Entre la tempête et Hmm. tout le tralala, l'année dernière, c'était un bordel pas possible, tu vois. Là, cette saison encore, oui, c'est pas ça. Moi, je pars du principe aussi que c'était la première année à Riyad. Je crois qu'ils ont signé. Pardon? Là, maintenant, je t'entends, c'est bon. Ah, excuse-moi. Je disais que du coup, c'était la première année à Riyad. Ils vont prendre le temps. Je crois qu'ils sont à Riyad jusqu'à 2028 ou 2030, si je dis pas de bêtises. Mais ils auront le temps. Il y a Muguruza en plus qui est à la tête du projet. Moi, perso, vraiment, j'attends de voir. Première saison, bon, on peut mieux faire, mais je laisse le temps. Je laisse le temps faire les choses. Vraiment. Dans tous les cas, il va falloir accepter pour les plus réticents que l'Arabie Saoudite, dans tous les cas, ça sera une place forte du tennis. Bah oui, Ça, c'est clair et net. bah oui. Déjà avec l'organisation des WTA Finals ou même, bah voilà, déjà comme tu l'as fait au niveau du signe, hein, l'oseille, la caillasse, Ah, toujours. toute la caillasse qu'ils proposent, entre guillemets, pour les exhibitions. On a vu des sommes astronomiques pour le, je sais plus comment il s'appelait, comment on appelait cette exhibition avec Le Nadal, Six King Djokovic. Slam. Ah bon. Niveau tennistique, j'ai pas trouvé ça très, très beau, quoi. Ça a donné des belles images, mais bon. Il va falloir accepter en tout cas que l'Arabie Saoudite, ce sera une place forte du tennis et du tennis mondial. Et je pense dans tous les cas qu'ils peuvent pas faire pire. À un moment donné, ça va s'améliorer et voilà. Yes. Yes, yes, yes. Mais du coup, ouais, on a encore bifurqué. Mais du coup, ta tech négative pour toi, ce serait du coup, bah, euh, on va dire le fait qu'il n'y ait plus vraiment de Big Tree, enfin le Big Tree qui soit présent, peut-être une saison un peu insipide. Et ta tech positive. Bon, il n'y a pas que ça, hein. C'est pas uniquement Big Three, hein, mais c'est vraiment. Non, moi, c'est vraiment. Il y a plein de choses qui m'ont énervé. Bon, après, c'est pas, ça date pas d'hier, hein, l'organisation des Master 1000, hein. Mais je crois que c'est l'année où on a le plus. Les Master 1000, franchement, ils sont presque passés. Enfin, je sais pas, avant, c'était vraiment quelque chose, quoi. C'était vraiment un gros événement. Là, il y a eu beaucoup de forfaits sur des gros tournois. Enfin, je garde un goût amer de tout ça, on va dire. Hmm. Bah, c'est le Je format, sais pas ce que t'en penses. c'est le format qui, qui déplaît. Il y a le format en 12 jours déjà pour commencer. Tous les Ouais. Master 1000 ne sont pas sujets à ça. On l'a vu avec Bercy, hein. Bercy, regarde, ça s'est fait en une semaine. Franchement, en Mm. une semaine, ça le faisait. C'était vraiment lourd, tu vois. Genre, honnêtement, moi, j'ai bien kiffé le Master de Ouais, ouais. Bercy. Mais le format en 12 jours, comme tu l'as dit aussi, il y a les Master 1000, tu vois. Maintenant, je les vois vraiment comme une. Tu sais, il y a des joueurs qui l'utilisent vraiment, tu sais, pour se préparer. Alors que à l'époque,
Et le Master 1000, tu sais, tu te tapais comme si c'était un grand chelem. Les gens, pour eux, c'était Ah un ouais. truc de fou. Moi, quand tu vois, par exemple, tu regardes les records de Djokovic, le nombre de fois qu'il a gagné, enfin, il a gagné plus de 2 fois tous les Master 1000, c'est une folie. C'est parce que lui, tu vois, il prenait ça au sérieux. Maintenant, bon, avec l'âge, etc., il s'en fout. Mais te dire qu'il y a des gens qui, comme tu l'as dit, soit ne viennent pas ou l'utilisent juste pour se préparer parce que bah, peut-être ça va lancer leur saison sur terre battue ou sur dur extérieur ou que sais-je, tu vois. Ouais, j'avoue que ça me fait mal. Je trouve que vraiment la qualité des Master Mills, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait pu voir bah, au début des années 2000, même 2010 et même avant, on va dire, tu vois, pour les dinosaures du tennis, tu vois, ou des circuits en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu catastrophique et encore une fois, la faute à l'argent. Bon, après, je vais te dire quelque chose qui sera pas très populaire, Oui. mais on aime beaucoup dire oui, il y a les calendriers Oui. surchargés, faut baisser le nombre de Eh, matchs, moi, je suis pas d'accord. Vas-y, pardon. etc. Moi, ce que j'en pense, c'est que il y a des gars. Je parle pas du mec qui est 96e mondial, qui pour le coup, pour faire sa caillasse et pour monter au niveau du classement ATP, a besoin de jouer. Ça c'est normal, ça je le comprends. Mais il y a des gars qui parlent beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gars qui parlent dans le top 10, dans le top 15, qui disent ouais, il faudrait abaisser le nombre de matchs, etc. Mais à côté de ça, bon, on les voit dans 1000 exhibitions, etc. J'allais y venir. Que voilà, je tenais quand même à nuancer tout ça, quoi. Non, mais j'allais y venir. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il y a ce truc où personne les force à jouer autant de matchs. Personne les force Ah ouais. à aller jouer tous les matchs. Je pense qu'aussi, il y a à eux aussi de bien gérer leur calendrier. On a vu des. Toi, tu veux pas dire de noms, moi je vais dire les noms. Il y a eu les Alcaraz qu'on parlait. T'as eu les Alexander Zverev aussi qu'on parlait durant la Lever Cup. Et t'as Fritz qui est arrivé et qui lui a dit, mais les gars, arrêtez de déconner, il y a personne qui vous force à autant jouer, tu vois. Genre, si t'as un problème avec ton corps ou tu te sens blessé durant une exhibe en plus, bah peut-être mets-toi au repos, tu vois. J'ai pas vu de Grigor Dimitrov parler. Pourtant, Dimitrov, il a eu une saison quand même assez exceptionnelle. J'ai pas vu des Fritz parler. Ouais. J'ai pas vu Sinner parler, alors que Sinner, il est en, si je dis pas de bêtises, il est en 71 victoires pour 6 défaites, en tout cas plus de 70 Même, victoires. ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça à peu près. Plus de 70 victoires, je ne l'ai pas vu parler. Et pourtant, Sinner, faut se voir hein, les matchs qu'il s'est fait. Et quand il ne pouvait pas jouer, bah, il a juste déclaré forfait, tu vois. Fin, mais Mm. en effet, beaucoup de blabla, beaucoup de chouineuses, si je peux me permettre en tout cas. On verra, on verra. Mais après, ils sont bien contents aussi de prendre l'argent. Tu vois, c'est ça aussi le souci. Donc, les gars, un On est peu, d'accord, on faites, est faites preuve de d'accord. cohérence, tu vois, en tout cas. On est d'accord. Yes. Bah écoute, je trouve que sur ça, ouais, on se retrouve quand même, hein. Moi, j'ai bien kiffé Wimbledon. C'est possiblement le tournoi qui m'a donné le plus de frissons pardon, cette saison. Je vais pas te mytho. Franchement, ouais. Autant chez les hommes que chez les femmes. Déjà, il y a eu le Djokovic contre Rune qui m'a mis une patate. Il y a eu la remontada de Fritz face à Alexander Zverev aussi, qui était plutôt pas mal. Le match entre Arthur Fils et Urkacz, tu sais, genre il a plongé là, Ouais, il ouais, s'est blessé à ouais, ce ouais. moment-là. Pour moi, c'était un match de fou aussi, tu vois. Franchement, je trouve que cette Et saison elle contre était bien. Demi-Nord aussi, hein. Mais C'était un beau match. Demi-Nord, toi, je vais te réinviter, on va parler de mon gars Demi-Nord aussi, parce que lui aussi, il fait une saison de fou et on n'en parle pas assez. Lui, la saison prochaine aussi, je l'attends. J'espère qu'il va confirmer, parce que là, c'est de la saison qui nous a pondu. C'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Mon gars, viens, je te propose qu'on passe directement sur le gros plat, là, Yannick Sinner, Close Table Ouais. Gate, toutes ces choses-là. Écoute, grosse domination cette saison. Moi, je le dis encore une fois, le meilleur joueur de la planète, hein, no debate. Bon, il n'a pas réussi à battre Alcaraz dans les grands moments. Je comprends. Il y a cette discussion de faux numéro un mondial, etc. Mais pour moi, non, franchement, mettons du respect. Il y a beaucoup de shitstorm sur Sinner avec l'affaire du Close Table qui est sortie. Je sais que toi et moi, on en a parlé. Peut-être que la saison prochaine, il peut confirmer. Mais déjà, avant même de se demander s'il va confirmer, selon toi, est-ce qu'il joue la saison prochaine, oui ou non? Bon, là, tu me poses une question quand même bien compliquée, hein. Je suis pas devin. Ouais, Mais ça me permet aussi de savoir ce que tu si penses du tu joueur. me, si tu me demandes mon avis, Mhm. c'est compliqué parce que moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais je trouve que c'est scandaleux.
qui puissent s'en tirer comme ça. Oui. Il y a des joueurs qu'on n'a pas chopé pour contrôle antidopage, mais qui ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas respecté, je sais pas comment on appelle ça, mais la localisation, ou je sais pas quoi, qui se sont soustraits à 3 contrôles, ou je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas c'est le cas de Himmer, le Je me Suédois. rappelle, Elias, je me rappelle de ça. Ouais, Ouais, ouais. Et on peut même aller plus loin. C'est pas forcément les mêmes affaires, c'est pas les mêmes individus, mais tu sais qu'il y a le cas Simona Alep. Moi, c'est le premier cas que j'avais mis en évidence à ce moment-là, quand l'affaire était sortie. J'avais pris ces deux cas, j'avais ouais. pris Alep et j'avais pris Imer. Après Imer, il y a eu beaucoup de no-show aussi. Mais vas-y, continue. Genre, c'était pas pointé, tu vois, aussi, lorsqu'on l'avait appelé pour faire les dépistages. T'as dit Elias, mais c'était Michael, hein, C'était pardon. Michael? Ok. Mais par rapport à ça, même par rapport à Himmer, hein, enfin, même s'il y a des no-shows, etc., on l'a pas chopé pour dopage. Je dis pas que c'est mieux ou pas, mais moi j'aurais quand même aimé une suspension pour Yannick. Ok, c'est un numéro 1 mondial, etc. Ok, c'est un joueur qui me fait kiffer, etc. Mais quel message t'envoie aux autres joueurs en C'est fait? exactement ça. Quel message t'envoie au mec qui est 80e mondial, ou même au-delà, tu vois, qui trim, qui est clean, qui... Je suis pas en train de dire que Sinner s'est dopé volontairement, hein, je Mhm. dis pas du tout ça. Mais quel message t'envoie à ces joueurs-là, en fait? Quel message t'envoie au reste du circuit? Voilà, je pense qu'à un moment donné, faut qu'il y ait une sanction. Mais après, on en a déjà parlé, hein, mais l'ATP... Enfin, je sais pas ce qui se passera, etc. Mais on a tous lu la biographie d'André Agassi, c'était pas la même époque, etc. C'est On a pas le tous même lu joueur. Open. Mhm. Ouais, on a tous lu Open. Il racontait avoir pris de la cocaïne, il racontait avoir été chopé dans un contrôle antidopage. Il n'a pas été suspendu jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je pense que tout le monde n'est pas puni de la même manière. Et je pense que si on veut me faire mentir, il faudrait faire suspendre en fait Sinner en fait. Voilà. Envoyer un message fort, je pense que ça passe par là. Totalement d'accord, ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a vraiment ce rapport avec les autres joueurs, comme tu l'as dit, le message qui est envoyé. Autant chez les joueurs de l'ATP, mais même chez les jeux WTA, tu vois, genre, parce que l'affaire, elle est devenue populaire. Tu sais, même les Italiens, ils s'insurgent. Tu vois, t'as eu du Kyrgios aussi qui s'était insurgé. En plus, tu sais, bon, on va pas non plus aller très loin dans les gossips, mais tu sais, genre, la meuf de Sinner, c'est l'ex de Kyrgios. Donc, le gars, ça l'amuse aussi, tu vois, de parler de ça. Mais Kyrgios a été vraiment extrêmement virulent là-dessus. Je sais qu'il y avait aussi d'autres joueurs, je n'ai pas envie de dire de bêtises, si c'était pas un joueur de double, c'était Ebden. J'ai pas envie de dire de bêtises, je vais pas, bref. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'étaient insurgées là-dessus. Maintenant, comme beaucoup l'ont dit, laissons la justice faire le travail. Si, parce que c'est déjà quand même une affaire de fou, tu vois, que tu as le tribunal qui décide de faire appel. Alors que pour moi, tu vois, je pensais vraiment que ça allait être enterré, fin du game, on n'en parle plus, tu vois. Genre, ils sont arrivés, ils ont dit, ah, non, 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 Coco, on fait appel à cette décision et on va bien analyser ce cas-là. Donc, si l'année prochaine, Sinner est condamné, pour moi, c'est un message fort, mais tu sais que c'est une dinguerie. Franchement, je te parle sérieusement, ça va être une dinguerie. Parce qu'on parle du mec qui est numéro un mondial. Il a gagné deux grands chelems la saison précédente. Je pense qu'il est plus le Masters de là, du coup. Je pense qu'il est aussi en place pour possiblement réitérer une saison exceptionnelle l'année prochaine. Franchement, tu as la suspension de Sinner. Moi, je te le dis, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Ça va être une dinguerie. Et lui, après, pour revenir, c'est là que je vais l'attendre. Comment est-ce que ça va être mentalement? Parce que déjà, cette saison, en termes de mental, avec toute cette affaire-là, ce qu'il a fait, c'est ouf Oh sur là le là. court. Parce que Ah, moi, j'en ai connu des joueurs qui seraient écroulés pour moins que ça. Hmm. Là, faut dire le mental de fou, tu vois, pour gagner, tu vois, genre. Enfin, bref. Je l'attends au tournant. Honnêtement, je pense pas qu'il va être suspendu. Je pense qu'on va essayer d'étouffer l'affaire au max. Malgré tout, à chaque fois qu'on parlera de Sinner, en tout cas à partir de maintenant et dans le futur, on rappellera toujours ça. Tu vois, c'est tout con, mais hier, j'avais tweeté là-dessus, sur la victoire de Sinner et tout. Tu sais que la majorité des gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient là en mode ah, le dopé, close tes balls. Ah, bah, tu vois, peut-être que s'il avait pas eu le kiné, il aurait peut-être pas gagné aussi. Tu vois, il y a ces affaires-là avec la crème. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'il y a trop de gens, tu vois, aussi
qui veulent pas Non, mais passer à autre chose. j'adore la manière de compter les commentaires. Mais non, mais mec, Sinner, il fait pas l'unanimité. C'est ça qui est fou. Et même au sein de son propre peuple. De toute façon, tu t'y connais très bien aussi, hein, que ce soit avec le foot et ces choses-là. Tu sais que la presse italienne, hein, elle est très dure envers ses joueurs, au même titre que la presse espagnole, selon moi. Mais ouais, hâte de voir ce que ça va être avec Euh, Sinner, hein. ouais, bon, tu dis que la presse italienne, elle est très dure avec lui, ce Ouais, qui est vrai. ouais, Moi, je vais faire un parallèle. Il y a un parallèle qui vient dans ma tête, là, avec un sportif, un footballeur suédois, Zlatan Ibrahimovic. oui. Ils ont un point commun, les deux. Les deux ne sont pas, entre guillemets, enfin, Sinner, il n'est pas d'ascendance italienne, il est autrichien. Zlatan, il est d'ascendance croate, bosniaque et serbe, si je ne me trompe pas. Je veux pas partir dans des théories bizarres, etc. Mais je pense que s'il était italien, Sinner, Peut-être que voilà. là, ça aurait été différent. Bah oui, Moi, j'aime bah bien oui, non mais arrête. j'aime bien quand tu lances des petites Non, non, mais discussions comme ça. non, mais sérieusement, enfin, regarde, on a eu des cas bien pires dans l'histoire du sport italien. Enfin, je pense à Cannavaro. On se rappelle tous quand on était gamin, quand on a tous pleuré après la finale de la Coupe du Monde à cause des Italiens. On se rappelle de la vidéo qui est sortie, je crois que c'était quelques semaines après ou juste avant, je ne me rappelle plus. Une vidéo de Cannavaro en 2000, en train de s'injecter des picousses, quoi. Mm. Enfin, et pourtant, le mec, il a eu son ballon d'or, c'était Cannavaro, quoi. C'était Fabio, quoi. Enfin, il était tout en haut, quoi. Et puis aujourd'hui en Italie, plus personne ne parle de ça. Moi, en tant que Français, je suis choqué par cette vidéo-là et je suis choqué par le fait qu'on ait mis tout ça sous le tapis. Je peux juste me poser la question, pourquoi on n'a pas fait la même chose avec Sinner? Voilà, c'est que mon avis. Eh bien, on va clore ce sujet sur cette question. Pas mis en colère là. Ah là là, les théoriciens, Le complotiste, le complotiste. le tonton WhatsApp. Ok, ok. Écoute, on va juste faire un dernier point, un petit point sur la WTA, saison qui est terminée chez les femmes. Tu sais quoi, vas-y, je te balance avec des questions et tu me réponds comme ça au tac au tac, ok? Allez, let's go. Ok. Arena Sabalenka en tant que numéro 1 mondial, normal, pas normal? Le fait que ce soit joué à Euh, la dernière minute, on va dire, sur le dernier tournoi. Très honnêtement, c'est une joueuse que j'adore, mais j'étais loin de penser qu'elle pouvait faire la saison qu'elle a fait. On est d'accord. Très honnêtement, j'ai toujours pensé que mentalement, les filles ils se touchaient un peu trop souvent pour elle. Enfin, j'ai eu l'occasion d'assister à sa demi-finale à Roland-Garros en 2023 contre Morova, Morova. Non seulement elle s'est pris un comeback incroyable, mais surtout, enfin, j'ai vu une personne en fait en détresse sur le court. En fait, les fils se sont touchés et elle a perdu le contrôle de ses émotions. Et c'est arrivé beaucoup trop souvent dans sa carrière. Et pour moi, c'est ce qui faisait qu'elle pouvait pas gagner aussi souvent qu'elle le pouvait en termes de talent, quoi. Et là, cette année, elle m'a bluffé. Et je vais pas dire que c'est surprenant, mais je suis très heureux de voir ça en tout cas. ok. Coco Gauff, sa saison. Elle a gagné en Chine et elle a gagné le Masters féminin. Malgré tout, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une saison en deçà de ce que j'attendais. Enfin, l'année dernière, enfin, pour moi, je me suis dit, enfin, ça y est, c'est le détonateur. Là, ça y est, elle va aller tout droit. Ça y est. Euh, je sais pas. En fait, parfois, elle m'a redonné l'impression de redevenir une gamine, si je peux parler comme ça. Elle n'a que 20 ans. Euh, Elle n'est pas encore ouais, c'est majeure. ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ce qui fait qu'en fait, j'ai un peu de mal à juger un peu. À la juger là-dessus, quoi. Parce que quand on regarde bien, l'année dernière, elle a joué vraiment comme une joueuse confirmée. Enfin, en grand chelem, c'était impressionnant, etc. Et là, enfin, on n'a pas oublié ses larmes, hein. Je crois que c'était aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques où elle chouine Enfin, avec l'arbitre, blablabla, comme d'hab. ouais. Il y a eu trop de moments où, pour le coup, elle a perdu le contrôle de ses émotions, ou même j'ai trouvé un peu irrégulière de manière générale. Et puis même en grand chelem, enfin, si je dis pas n'importe quoi, elle a fait quoi? Deux derniers carrés? C'est ça? Cette saison? En Grand Chelem, bah, elle fait Ouais. demi-finale à l'Open d'Australie Ouais. et c'est tout, mec.
Ah ouais? Ok. Attends, l'US Open. Elle fait quoi, l'US Open? C'est Pegula, Sabalenka. Bah non, l'US Open, je Hmm, crois, c'est Sabalenka qui l'éteint. ouais. Ouais, j'ai un doute, mec. Ouais, je crois que Franchement, c'est je ça. sais Attends, je plus. vérifie quand même. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Pendant ce temps, je vais combler. Non, 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 c'est en demi-finale. C'est en demi-finale de Roland Garros. Roland Garros. Ok, Elle bon. va en demi-finale de Roland Garros, où elle se bat par Swiatek. Oui, bien Elle fait vu. demi-finale aussi à l'Open d'Australie, comme tu l'as dit à juste titre. Mhm. Et par contre, à l'US Open et à Wimbledon, elle sort en huitième de finale. Ouais. À chaque fois contre Navarro. Navarro. Et oui, la, la Mm. pépite que je suis avec beaucoup d'attention aussi, d'ailleurs. Ok. Mhm. Chantec, saison beaucoup trop forte où on commence à voir les limites, ça y est. Bon, bah, sur terre battue, Personne voilà, peut la toujours aussi tête-bretonne. forte, etc. Même si on a vu les prémices de certaines fragilités, hein, son match contre Naomi Osaka, Ah oui. où à aucun moment elle devait passer. À aucun moment elle devait passer. Mec, ce qui s'est passé, et je vais te le dire, ce match pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu aussi cette saison pour le narrative. Parce que Naomi On est Osaka, d'accord. elle aussi, le comeback qu'elle a fait, elle est montée petit à petit hein, en termes de niveau. Et purée, Mhm. son deuxième tour à Roland Garros, mais Seigneur, Seigneur, la gifle qu'elle lui a mis, c'était fou. Et Mhm. puis après, mentalement aussi, elle a pas, enfin voilà, mentalement, elle a pas réussi à assumer. Mais purée, Naomi Osaka, quoi. Merci de me rappeler ce match. Merci beaucoup, mec. C'était Je crois vraiment qu'on a beau. tous été nostalgiques. On s'est tous rappelés de la Naomi Ouais. Osaka qui faisait des belles choses il y a quelques années encore. Beaucoup Mais d'attentes hein, vis-à-vis d'Osaka, moi, la saison prochaine, hein, honnêtement. Beaucoup d'attentes. Hein. beaucoup, beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Je pense que l'année prochaine, tu vois, sur dur extérieur, tu vois, là, on va dire là, de janvier à février-mars, là, tu vois, jusqu'à la fin de la tournée américaine avec Indian Wells ou Miami, moi, je pense qu'il Ouais. faudra s'inquiéter. Naomi Osaka, en plus, elle est encore haut dans les classements. C'est quelqu'un que tu peux avoir très vite au premier ou deuxième tour. Attention, Ouais. attention, ça peut être méchant. Ça peut être très méchant. Et puis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Mouratoglou a toujours réussi à sublimer les joueuses. Non, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Mouratoglou sait vraiment sublimer ses joueuses. Voilà, c'est dit. Rune, c'est compliqué, mais il a réussi à en faire quelque chose, tu vois. Mais vraiment, vraiment, je te le dis, attention, attention. J'ai bien aimé le qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas à propos de Mouratoglou. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime J'ai pas, bien aimé, j'ai bien aimé. c'est important. J'ai bien aimé. Et il est clivant. Hein. Mais non, Naomi Osaka, moi c'est une joueuse que j'adore. Hein. Hmm. Enfin, j'ai suivi son parcours de très près, etc. Mais je sais pas quoi en penser. Il y a des moments où je la trouve formidable, mais il y a des moments où aussi elle a des gros passages à Ah, vide. vite. Et je sais pas quoi penser franchement, je sais pas te dire ce que j'en pense. Je sais pas. Ok, Je sais pas. ok. Et une surprise, une joueuse qui t'a, je sais pas, t'as eu un coup de cœur pour une joueuse cette saison ou une joueuse, je sais pas, il y a un parcours dans un tournoi qui t'a sublimé. Moi, par exemple, c'était Daniel Collins. Et Dieu sait que Daniel Collins, moi, j'aime juste pour, tu sais, la personnalité. Je trouve que la personnalité, elle est incroyable. Moi, j'adore la voir Ouais, gueuler, ouais. tu vois. Mais cette saison, Daniel Collins, pour moi, c'est une très belle histoire. Fin de saison assez compliquée. En plus, finalement, elle prend pas sa retraite, elle revient jouer la saison prochaine. Donc ça, c'est Ouais. un plaisir. Mais ouais, c'est ma success story hein, cette saison. Hein. Et mention Mais spéciale pour quelle Darian. saison elle nous fait, quoi. Oh là 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 là. Vraiment. Putain, là, tu sais que genre, quand elle gagne Miami cette saison, tu sais que moi j'étais en PLS. J'étais en mode, mais comment? Tu sais, en plus, en début d'année, tu sais, j'étais vraiment en mode à me dire, mais Daniel Collins, qui va l'arrêter? Parce que genre, elle jouait trop bien. Genre, toutes les balles rentraient à chaque fois, tu vois. Genre, c'était à se demander si le fait de se dire, ah, c'est ma dernière saison, tu vois, ça l'avait pas libéré, tu vois. Elle s'est dit, vas-y, fake it, je joue jusqu'à ce que je ne puisse plus jouer, quoi, tu vois. Genre, enfin, elle a vraiment très bien joué. Maintenant, après, bon, c'est un tennis de bourrin. Moi, je continue de dire, hein, c'est pas le tennis que j'affectionne le plus.
Mais force est Ouais. de constater que c'était quand même assez sérieux. Bah, justement, on va pouvoir rebondir là-dessus après, Vas-y. par rapport au tennis de bourrin que t'aimes pas trop. Ouais. Mais moi, ma joueuse, à titre personnel, c'était Paolini. Ah oui. En- Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette joueuse, quoi. Ah Oh là oui. là. Ah oui. Je sais pas, elle est tellement... elle a apporté du frais, je trouve, Enfin, j'ai pas les mots. J'ai adoré cette joueuse qui a fait 2 finales de Grand Chelem, quand même. Euh, qui a fait des belles choses. Non, non, j'ai adoré, moi, en tout cas. Hmm. Ouais, Paulini, vraiment, cette saison, déjà, individuellement, ce qu'elle a fait, c'est fou. Moi, je me rappelle Et que en double. la première. Bah, j'allais y venir après, hein, de toute façon, avec Rani, c'est un duo de fou. Enfin, en tout cas, elles sont, elles sont vraiment beaucoup trop fortes, alors que Rani, elle a quoi bientôt 40 balais, tu vois, genre. Là, mais individuellement, moi, la première claque que j'ai avec Paolini, c'est quand elle gagne Doha face à Kalinskaya en début de saison. Mhm. Et attends, c'est Doha? Doha ou Dubaï? Non, je crois que c'est Doha. C'est Doha. C'est Euh, Dubaï, c'est Dubaï. Dubaï, c'est Ouais, pas Dubaï. Rybakina qui le gagne? Tu mets un doute. Non, non, je crois que c'est Dubaï. Je suis quasiment sûr. Ouais, bon, c'est l'un des deux. Mais en tout cas, finale contre Kalinskaya, ça c'est sûr. Et mec, genre dans les déplacements. En fait, moi, ce qui me rend fou avec Paolini, c'est les déplacements qu'elle arrive à faire et la défense qu'elle arrive à te donner avec sa petite taille. Et elle n'a pas de puissance. Elle n'a rien pour elle. Mais cette saison, genre, ça a été une terreur pour beaucoup de gens. C'est fou. Moi, c'est fou. Vraiment, j'ai trop kiffé sa saison. Dans Paulini, vraiment, j'ai trop kiffé. Et elle a confirmé. Elle a fait son premier Masters féminin, elle aussi. Et dans le top 10. Franchement, Ouais. j'espère que. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs ou de joueuses qui ont fait une saison de fou et après qui ont disparu. J'espère vraiment qu'elle va Et en pouvoir ligne. Ah, si, rester. ah, pardon. Voilà, voilà, tu vois, c'est un exemple de joueuse que je n'aime pas. C'est genre bourrin, tu vois, genre, puis pas de plan B. Mais bon, elle le dit assez souvent en conférence de presse ou en interview, on va pas continuer à taper dessus. Néanmoins, Paulini, vraiment, pour le coup, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, saison de fou, vraiment. Et une mention spéciale pour Daria Kasatkina. En plus, j'aime trop ses vlogs. J'aime trop son couple avec. Elle s'appelle Natalia, je crois, sa conjointe. J'aime trop. J'aime trop. Kasatkina, malheureusement, elle aussi, des fois, il y a des gros soucis hein, mentalement. Des fois, il y a des passages à vide, tu comprends pas. Elle te colle un 6-1 et elle se prend 0-6 juste après, tu vois. Genre, c'est infâme, c'est relou. Mais sa fin de saison et même sa saison en général, vraiment très très satisfait. Et j'espère qu'elle va pouvoir confirmer la saison prochaine aussi. Parce qu'elle aussi, faudrait peut-être confirmer, je pense. Pour des plus gros stages, en Grand Chelem notamment. C'est là que maintenant je l'attends. Mais du coup, tu avais une question pour moi. Les joueurs ou les joueuses bourrins, c'est ça? Ouais. Moi, personnellement, cette année, il m'a manqué un peu de douceur. Il m'a manqué Ons Jabeur. Il m'a manqué Ah, Morova. voilà. Il m'a manqué, tu vois, il m'a manqué mon petit truc, tu vois. Ouais. Il m'a manqué un peu de douceur, un peu de technique, un peu de... Et je trouve qu'on était un peu trop sur un jeu stéréotypé, à base de puissance, à base de... Enfin, il y avait des choses un peu caricaturales par rapport à ça. Chez les femmes, Qu'est-ce que toi excuse-moi de t'en te penses? couper. Bah, du coup, voilà. Chez les femmes, ouais. Ouais, alors, je suis totalement d'accord. Alors, moi, je bouffe énormément de tournois féminins parce que c'est le tennis que j'aime le plus regarder, hein. Et c'est paradoxal parce que c'est celui qui est le plus ennuyant pour le coup. Mais tu vois, moi, voir des échanges qui peuvent en tout cas se terminer trop rapidement ou à base de j'ai un excellent service, je peux conclure comme ça, ouais, moi, ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal à mon tennis, tu vois. Maintenant, le truc qui est quand même intéressant chez les femmes, c'est que tu as beaucoup de joueuses puissantes, mais tu as quand même, je trouve, beaucoup de joueuses qui sont capables de retourner. On peut prendre un exemple des Pegula, on peut prendre un exemple des Qin Wenjing, on peut prendre un exemple des Shantek aussi, hein, Shantek et même Coco Gauff, hein. Coco Gauff, tu vois, typiquement, moi je tape sur elle, mais Coco Gauff, à l'heure actuelle, en termes de déplacement et de défense, elle est élite. Elle fait partie des meilleures Hmm. joueuses. Et derrière, tu vois, ça se tape parce que pour moi, c'est entre Shantek et elle, tu vois. Et puis je pense que je la mets devant Shantek parce que Coco Gauff, mais il faut voir comment elle court sur un court. En termes de défense, c'est exceptionnel, tu vois, ce qu'elle propose.
Donc oui, c'est assez comme toi, tu vois, ça manque de douceur, ça manque un peu de technicité, on va dire, tu vois. Moi, une Jabber, je kiffe l'avoir joué et ça me fait mal au cœur de voir que son corps ne lui permet absolument plus de jouer à l'heure actuelle, tu vois. Une Mourova, quand elle est blessée pendant 6 mois, qu'elle revient et qu'elle tabasse tout le monde parce que la majorité des joueuses s'attendent à se recevoir des parpaings et n'ont pas l'habitude, tu vois, d'avoir une joueuse qui est capable de mêler et puissance je sais pas, des amortis, des lobes, des twinners, ce que tu veux. En tout cas, une joueuse agréable à voir. Bah, enfin, ouais, Mm. tu vois, genre, je peux comprendre que ce soit difficile de jouer contre elle. Et ce sont des joueuses comme ça que j'aime beaucoup. T'as des choses comme et aussi Emma Navarro qui sont capables de faire des choses comme ça. Cette saison, on a vu Sabalenka Ouais, aussi commencer à te faire bel aussi exemple. Emma Navarro sur le circuit universitaire, hein, même avant ça, elle, tu vois que c'est un vrai produit, tu vois, on va dire entre guillemets, du circuit universitaire, mais surtout de l'école américaine. Certes, elle tape fort, mais elle essaye de varier son jeu pour essayer de gagner des points faciles, tu vois, genre. Maintenant, après elle, on va commencer à avoir de grosses attentes parce que cette saison, elle a montré de très belles choses et sur toutes les surfaces. Donc, tu vois, je ne serais pas surpris si d'ici 5 ans, tu vois, honnêtement, elle gagne un grand chelem. Honnêtement, moi, je ne serais pas surpris. Mais tu vois, tu as des joueuses comme ça. Ouais, les joueurs ou les joueuses bourrins, moi, j'avoue que, tu vois. Et chez les hommes, moi, tu vois, les serve-bots, comme on aime les appeler, moi, tu vois, je vois, avec tout le respect, je précise, hein, avec tout le respect, un Giovanni Mpéchi Péricard, moi, j'aime pas. Moi, je peux pas. Moi, je te le dis, je peux pas. Ouais, Et moi, je paradoxalement, trouve que tu es trop sévère. ouais, bah écoute, c'est ton droit, hein. Enfin, pardon, c'est ton droit, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime pas. Après, encore une fois, il fait de très belles choses quand même aussi, tu vois. Genre, je trouve qu'il a un excellent revers aussi. Mais Merci, merci, oui, merci. il a un excellent revers à une main, bien évidemment. Hey, j'ai regardé Joe jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'est pas capable de te mettre une première, en plus, lui, première et deuxième, c'est pareil, tu vois. Genre, il sert comme si. Enfin, tous ses services sont des premières, tu vois. Mais s'il est dans un jour où il n'a pas de service, ou qu'il a en face de lui quelqu'un qui renvoie très bien, on l'a vu, hein, Carlos Alcaraz, il lui a fait la misère, je crois que c'était à Cincinnati. Bah, Giovanni, je suis désolé, tu vois, genre, c'est pas ouf. Il a gagné des tournois, enfin, il a réussi à gagner contre des grands joueurs. J'espère qu'il va avoir euh, une ascension et qu'il va représenter le tennis français de la meilleure des manières. Lui et Arthur Fils, on les attend fort, avec Hugo Humbert bien évidemment, et plein d'autres qui vont arriver. Mais tu vois, outre ça, pour moi, je le vois vraiment qu'en service bot, enfin en serve bot, pardon, duo pour l'instant. Et paradoxalement, ce qui est fou, c'est que tu vois, j'aime bien Uber Urkash. Et pourtant, Urkash, malgré tout, lui aussi, ouais, 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 je vois ta grimace, mais moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais c'est paradoxal. Vraiment, c'est paradoxal de fou. Mais je trouve qu'Urkash, il a fait des efforts. Il a appris à faire d'autres choses sur un cours maintenant aussi, Non, non, j'estime. on est d'accord. Tu On est vois, complètement d'accord, mais je vais te poser une question. dis-moi. Est-ce que tu mets Petit Péricard Ouais. dans la même catégorie, je sais pas, qu'un Opelka, qu'un Isner? Euh, non, parce qu'Isner a réussi à être top 10 avec un service. Déjà. D'accord. Mais Ok. Opelka, tu sais que ça se tape, hein. Après, Opelka, Honnêtement, tu trouves pas que Giovanni, il a une petite. Je trouve quand même qu'il a une si, petite patte, il y a un il petit a un truc. truc. Si, mais après, c'est parce qu'aussi, il a l'Académie française pour moi. Genre, il a appris à faire des choses aussi avec ses mains et sa taille. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je suis désolé, arrête de faire genre. Quand tu penses à un Péchi Péricard, tu penses pas à son revers à une main. Arrête de faire genre. Tu penses directement à son service. Ah, tu vas pas me Ah la bah oui, faire, bien gros. sûr. C'est pas de son gars. Tu vois, si demain, il arrive à faire un dixième de ce que Tsonga arrivait à faire avec une raquette de tennis, je te jure que je suis presque que tu me ressentes cette interview et que je suis en mode ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Mais encore une fois, il est jeune. Il a tellement de temps de se développer. Il est jeune. Bien sûr. Il va faire des choses. Et encore une fois, il a un excellent. Enfin, il n'a pas un excellent revers, mais il a un très bon revers. Il est capable de faire quelque chose, tu vois. Mais force est de constater que si tu sais très bien servir, tu vas pas forcément aussi te faire chier à développer. En tout cas, à son échelle actuelle, hein, je veux dire, je pense pas qu'il va peut-être se faire chier à développer d'autres palettes de son jeu. Je pense pas. Tu vois, je pense pas qu'on va le voir faire une amortie. Je pense pas qu'on va le voir.
faire des coups exceptionnels en défense. Je pense pas que ce soit un mec comme ça. Et en plus, avec son gabarit, je pense pas qu'il soit capable de défendre aussi sur de longs rallyes. Enfin, c'est pas ce type D'accord de avec joueur, toi. tu vois, qu'on va avoir. Néanmoins, s'il arrive à avoir un service imprenable, un revers de fou, c'est déjà deux palettes qui sont plutôt bonnes pour lui, tu vois. Genre, en volée, personne pourra venir le lober ou des choses comme ça. Enfin bref, hâte de voir ce qu'il a à nous proposer dans le futur, en tout cas, Joe. Non, non, mais il est extrêmement jeune. Petit PAK, je crois qu'il a quoi? Il a 20, 21 ans. Ouais, c'est un petit, gros. Euh, et oui, bien sûr, il est quoi? Il est top 40 mondial? Ouais, je crois qu'il est même Enfin, dans pas. le top 40 en tout cas. Ouais, mais tu me mets même le doute. Je me demande s'il n'est pas passé dans le top 30, Ouais, mais il en est tout 30. cas, Ouais, je crois qu'il est 30 ou 28, un truc comme ça, tu vois. je sais plus, mais ouais. Mais c'est top. Franchement, il a une marge de progression. Non, non, je pense qu'en tout cas, par rapport à tout le vivier français, là, on est plutôt bien. Ça commence. On a de bons joueurs, mais je pense pas qu'on ait des joueurs qui soient de vraies menaces encore en Grand Chelem. C'est mon avis. J'ai hâte de voir l'évolution d'Arthur Fils, parce que pour l'instant, avec un Humbert, je pense que ce sont les deux joueurs, tu vois, tu vois, je peux me rallier derrière eux en mode, ouais, je pense qu'ils ont des chances de faire quelque chose, d'aller en tout cas en deuxième semaine, tu vois. Maintenant, après le reste, gros, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et encore une fois, avec tout le respect, hein. Vraiment avec tout le respect. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, en ce qui concerne Arthur Fils, bah, c'est un joueur encore assez jeune, hein. Et il a pas fait une deuxième semaine cette année à Wimbledon? Si, il a fait des deuxièmes semaines, mais au-delà de ça, Arthur Fils, lui, il a déjà battu des top joueurs aussi, tu vois. Genre, attention, Bien Joe, il a sûr. battu Ben Shelton, mais attends, Arthur Fils, il est allé taper Zverev à Hambourg en finale, tu vois. Il a Ah, battu mais ouais. Hurkacz à Wimbledon. Malgré toutes les blessures qu'a pu avoir Hurkacz, faut aller le chercher à Wimbledon, tu vois, genre quand même Hmm. Hurkacz. Euh, Ce qu'il a fait, enfin, il a eu quand même de gros matchs, tu vois, cette saison. J'avoue que j'ai pas suivi avec beaucoup d'assiduité tout ce qu'il a fait, mais c'est fort, c'est fort. Et puis il y a aussi eu cette finale, enfin ce tournoi, pardon, mémorable à Tokyo. Le nombre de Ouais. personnes qu'il allait taper, il a tapé Rune, il a tapé Fritz. Après ces gars, enfin il y a pas mal de gars qui revenaient de la Lever Cup, tu vois, typiquement Fritz, il se l'est tapé au premier ou deuxième tour, il l'a éteint. Runeux, il l'a éteint, alors que Runeux, il faisait quand même un très bon tournoi. Je crois qu'il a éteint Berrettini aussi. Et puis il Hmm. allait nous chercher Humbert en finale. Enfin bon, Arthur Fils, vraiment, c'est une très belle évolution cette saison. C'est vraiment, tu sais, en plus, moi, je vais pas te mentir, au début, je faisais partie un peu de ses détracteurs. Je me disais, ouais, mais vas-y, Arthur Fils, bon, il y a, tu vois, même en termes de jeu, c'est pas forcément ce que j'aime regarder et tout, tu vois. C'est pas un joueur qui me faisait vibrer, mais vraiment, cette saison, il m'a surpris. Et mea culpa. Parce que pour le coup, maintenant, je suis vraiment intrigué. J'ai hâte de voir ce qu'il a à nous proposer. Et notamment en Grand Chelem. Il y a des fois où il y a eu lui aussi des passages à vide. Notamment le Ouais. début de saison aussi qui était très compliqué, hein. Je rappelle qu'il était allé C'est même ce que j'allais dire. il était allé chercher Bruguera parce que oui, je veux être un espoir sur terre battue. Il allait faire sa tournée au MDR. sud-américaine. Il s'est fait gifler par tout le monde là-bas. Eh, gros, il a fait une excursion. Il a compris que la terre battue sud-américaine c'était pas pour lui. Mais bref, vraiment début de saison très bizarre. Et puis après monter en puissance, hein. Il s'est reconcentré sur ce qu'il savait faire avec une raquette de tennis. Et puis c'est parti quoi. Mais bon, beau gosse, vraiment beau gosse. Moi, ce qui l'a vraiment remis sur scène, enfin en scène entre guillemets, c'est sa victoire en Challenger à Bordeaux. C'est à partir de là Oui, où Primrose, effectivement, oui, c'est vrai. j'ai senti un step de sa part, quoi. Et ouais, effectivement, sa saison, et il l'a dit lui-même, hein, en interview il y a quelques jours, que sa saison, en fait, on peut la diviser en deux, hein. Mm. Une première partie de saison qui est un peu laborieuse, qui est vraiment en dessous de ce qu'on attend de sa part. Et une deuxième partie, enfin, même une fin de saison, où pour le coup, il marchait sur l'eau, quoi. Il a gagné Hambourg, il a gagné Tokyo, comme tu l'as dit. Donc, non, 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 c'est une belle promesse. Et quoi, il a 20 ans, quoi. Il a 20 ans, enfin, il est quoi? Il est top 20. Ouais, il est dans le top 20, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a Il est, Humbert il est numéro 20, c'est sûr. Oui, oui, il est 19e ou 20e, une connerie comme ça. Mais oui, oui, il l'est, totalement. Et il sera tête de série à l'Australian Open. Il sera tête de série J'ai et hâte. on aura.
on aura aussi un petit Péricard, ton gars sûr, qui sera tête de série normalement. Normalement, faudra juste qu'on recheck après les classements, mais normalement, oui. Ouais, Mais bon, dans tous ouais. les cas, ouais. En tout cas, gros, ça va être trop bien. Encore une fois, demain, c'est le début de la Coupe Davis. On va commencer à avoir des petits pincements au cœur à chaque balle de Nadal. J'ai déjà mes larmes qui commencent à tomber là. C'est horrible. Ouais, mais voilà, en tout cas, ça va être super intéressant. On va suivre ça. Dernier tournoi de l'année. Et ensuite, petite pause d'un mois avant de reprendre dès fin décembre. Ça va être super intéressant. Mais bon, Hassan, merci beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était un long talk. Merci à toi, Melvin. Je sais même pas combien de temps on a parlé. Je crois qu'on est à plus d'une heure facile, une heure et demie, peut-être 2 heures, je sais pas. C'était super intéressant. Mec, tu repasses quand tu veux. Bah, en tout cas, merci à toi, Melvin. Merci pour ton invitation. J'ai adoré le format, j'ai adoré enfin, la manière dont tu m'es à l'aise, etc. Tes petites piques aussi, à l'égard de mon petit Raphaël Nadal, mais sans rancune. Bah, ouais. Mais écoute, merci beaucoup à toi. Comme je te le dis, tu repasses quand tu veux, c'est avec plaisir. Et de toute façon, il y aura tellement on peut parler de tellement de choses avec toi. On l'a vu, hein, on a parlé autant de WTA, de Nadal, que de Djokovic et plein d'autres choses. Donc ouais, vraiment super, super émission. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé cette émission, vous avez pris beaucoup de plaisir. Euh, Encore une fois, on vous remercie hein, pour votre temps, l'écoute de partager, de mettre des commentaires. N'hésitez pas à dire si je vais trop loin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Raphaël Nadal, quelle carrière il a eu. Est-ce que lui aussi, il vous a fait pleurer, autant positif qu'en négatif. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça va être super. On va lire ça et ça va nous faire beaucoup de bien parce qu'on va en avoir besoin. C'est une grande légende qui quitte ce sport, mais il laisse derrière lui un grand héritage et surtout de dignes successeurs. Sur ces belles paroles, on s'en va et on vous dit à la prochaine les gars.